On arrive à un matériau qui va être 17 fois moins énergivore que du verre, 130 fois moins énergivore que de l'acier et 475 fois moins énergivore que de l'aluminium. Nous, avec ce matériau, on a pour vocation à remplacer des matériaux de commodité qui, aujourd'hui, sont à l'état de quasi-pénurie planétaire. Le French Design est un laboratoire de tendance et un incubateur de l'habitat de demain. Le French Design 2059 réunit les réflexions de personnalités pertinentes pour transformer les marques créatives et imaginer un art de vivre plus agile, digital et durable. Voodoo, donc c'est une société de biotechnologie qui développe un nouveau matériau high-tech pour l'industrie du transport, du mobilier et de l'architecture de demain. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est un bois translucide qui est transformé à l'échelle moléculaire et on lui donne des nouvelles propriétés physiques et optiques. Donc, la société a 3 ans et donc c'est une société qui a pour vocation d'amener un nouveau matériau environnemental et high-tech sur le marché. Quoi de mieux qu'un matériau qui stocke le CO2 pour les contraintes qu'on a? Et pour ça, le bois, c'était un matériau de prédilection. Et la question devenait comment est-ce qu'on confère au bois des nouvelles propriétés et surtout, comment est-ce qu'on vient dépasser les contraintes fondamentales de ce matériau pour en faire un matériau high-tech. Le processus de création de ce matériau, c'est l'extraction de la lignine du bois et son remplacement par une résine de spécialité biosourcée ou recyclée qui va conférer au matériau des nouvelles propriétés. Très rapidement, dans le bois, il y a 3 grandes briques qui sont la lignine, la cellulose, l'hémicellulose. Tous les problèmes liés au bois, c'est à cause de la lignine. Donc là, on est la première société, on a 20 brevets mondiaux à ce sujet, qui consiste à extraire de manière très précise la lignine, de la remplacer par un liant beaucoup plus fort, qui crée un matériau où, quelle que soit l'épaisseur du bois, la lumière peut passer au travers, et il est plus résistant au feu, il est imputrescible et il est 3 à 4 fois plus rigide que le matériau d'origine. Ce matériau, déjà, c'est pas du bois reconstitué, c'est du bois. Donc, vous savez que le bois, ça stocke 1 tonne de CO2 par mètre cube. Le bois en soi est la meilleure usine de traitement du CO2 qu'on ait sur cette planète. Concrètement, la performance environnementale de ce matériau, c'est que c'est renouvelable, ça pousse sur tous les continents et à créer ce matériau Voodoo, quand on passe du bois traditionnel au bois Voodoo, on arrive à un matériau qui va être 17 fois moins énergivore que du verre, 130 fois moins énergivore que de l'acier et 475 fois moins énergivore que de l'aluminium. Nous, avec ce matériau, on a pour vocation à remplacer des matériaux de commodité qui aujourd'hui sont à l'état de quasi-pénurie planétaire. Et l'objectif d'un matériau comme celui-là, c'est justement d'être plus performant, d'amener des nouveaux usages, mais aussi d'avoir une vraie performance écologique et environnementale. Là, on est en train de concevoir pour différents clients sur le secteur immobilier du mobilier connecté où on va pouvoir projeter ou afficher des choses à travers la matière et il est tactile. Donc, il va réagir comme votre iPad ou votre téléphone, etc. Vraiment, la finalité de cette entreprise, ça va être d'arriver dans le secteur du bâtiment et de faire des éléments de seconde œuvre dans le bâtiment qui sont soit des planchers, soit des façades, soit des panneaux muraux, des panneaux de partition, etc. Et à terme, des éléments porteurs avec ce matériau où on va vraiment se substituer au béton, à des structures porteuses en métal, parce que ce matériau, il en a la capacité. Le potentiel esthétique et technique du matériau va dépasser celui du bois. Si on prend la question du prix, il va être aussi plus cher que le bois, mais il va être moins cher que des matériaux traditionnels qu'on va vouloir remplacer. Que ce soit le verre, l'aluminium, l'acier, etc. Notre gamme de prix, elle est très large, parce que comme on peut transformer toutes les essences de bois en essences Voodoo, si vous prenez un peuplier ou si vous prenez un chêne, ça ne va pas être le même prix.
Moi, je pense à titre personnel et en tant que dirigeant de cette entreprise qu'elle a pour vocation à servir le bien commun et surtout, on a envie de la partager. Donc, quelques points sur la filière bois, c'est important de le mentionner. On est la troisième puissance forestière en Europe et on est déficitaire de 5,8 milliards d'euros tous les ans. Cherchez l'erreur. On a énormément de forêts, on ne sait pas les valoriser, on est hyper déficitaire. Ça, c'est parce qu'on a énormément de bois, mais on ne sait pas le transformer. Donc, on vend nos grumes aux Chinois, ils les transforment en meubles et ils nous les revendent. Donc, il y a un moment donné où c'est fondamental de créer un savoir-faire et de structurer à travers une nouvelle technologie comme celle-ci toute une filière et de rallumer la filière bois qui a périclité depuis 30 ans. Nous, aujourd'hui, on se fournit dans un rayon de 200 km de notre site de production et à chaque fois qu'on ouvrira des sites de production ou qu'on donnera des licences d'exploitation de notre technologie, on aura une charte éthique de qualité et une charte environnementale qui dira que l'entreprise doit se fournir en bois local, si possible en bois de faible constitution, c'est-à-dire le bois qui pousse le plus vite, le bois qui stocke le plus de CO2, le bois qu'on a le plus de mal à valoriser, le bois qui coûte le moins cher, et puis utiliser notre process pour en faire du bois high-tech. Notre timing, ça fait 3 ans qu'on existe. Moi, à titre personnel, ça fait quasiment une décennie que je travaille sur ce sujet. Donc, les ruptures technologiques, ça met du temps, notamment quand ça touche à des sciences fondamentales. Là où on en est, c'est que là, on sort du laboratoire, on a un site de production qui est à Troyes, donc dans la région Grand Est, qui est la région la plus boisée de France. Et on passe à l'échelle industrielle. Donc, on est capable de produire en petits volumes. Bientôt, on sera capable de produire en bien plus gros volumes. Donc, stratégiquement, on commence par des marchés de niche à haute valeur ajoutée. Après, on va vers des marchés de masse. On ne peut pas faire l'inverse. Et ça correspond de toute façon à nos capacités de production. J'ai vraiment la conviction qu'en partageant cette innovation avec les acteurs donc français et européens, on va pouvoir vraiment faire du bien à la filière. Et en plus, l'ère de la photosynthèse, c'est le 21e siècle. Donc, ça va être un bien pas possible pour l'environnement également. Notre société avec Luc, c'est Greenfib. Et Greenfib, c'est aussi le nom d'une matière qui sert à remplacer le plastique sur des produits durables et qui a pour vertu d'être 100% biosourcée, d'être sans concurrence avec l'alimentation et d'être performante techniquement. Et cette matière, on lui associe la manière, on veut la développer dans une entreprise de demain et donc on travaille beaucoup avec les principes du vivant de Gauthier Chapelle. On a dès le départ travaillé sur la notion d'impact environnementaux. Du coup, la matière, elle est pensée dans cette dynamique-là à la base. Et du coup, elle s'appuie sur une base qui est top, qui est l'huile de ricin, le ricin pousse sur des terres semi-arides et pas sur des terres cultivables comme le maïs ou l'amidon ou la pomme de terre, etc. Et puis, du coup, en lui associant du bois ou du roseau, du talc ou de la coquille d'huître, on garde des ingrédients qui sont pertinents en termes d'impact environnementaux. Donc, la matière, elle est alignée, très alignée par rapport à ça. Et du coup, dans la manière de la développer, on est aussi dans cette dynamique de maîtriser nos impacts environnementaux. Par exemple, par rapport à la coloration, on le fait en circuit court. Il y a la notion de recyclabilité. Et au-delà des mots, après, il y a la CV, l'analyse de cycle de vie de la matière, qu'on est en train de boucler là. Effectivement, moi, je suis parti de la lunette parce que c'est mon métier d'origine. Mais en réalité, on peut travailler aujourd'hui sur de l'alimentaire parce qu'on a la certification alimentaire. On peut travailler dans le bâtiment, on peut travailler dans l'outillage, on peut travailler dans la cosmétique. Voilà, on a tout un panel en fait d'applications possibles avec la matière. Greenfib offre une résistance mécanique inégalée dans ce type de matériaux. Et donc, Greenfib est extrêmement flexible, analergique, inoxydable. Et la matière, en fait, est auto-extinguible, c'est-à-dire qu'elle est inerte au feu, injectable. On peut aussi l'usiner. Et aujourd'hui, sous forme de filament, on peut aussi travailler en impression 3D. Et par rapport à l'aspect de la matière, en fait, l'aspect esthétique, Greenfib ressemble à la Greenfib. C'est-à-dire que le but était de ne pas reproduire une autre matière déjà existante et d'essayer de se caler sur une autre matière existante, et de bien définir la signature de la matière.
L'industrialisation de Greenfib ne nécessite strictement aucun process spécifique. C'est totalement adapté au matériel déjà existant, que ce soit les moules, que ce soit les presses à injecter, mais elle ne nécessite absolument aucune modification du matériel déjà existant chez tous les injecteurs. Donc, elle ne nécessite pas non plus de surcoût, puisque en fait, c'est tout à fait exploitable dans les chaînes que l'on connaît aujourd'hui. On est avec Greenfib dans un objectif de respecter des objectifs qualitatifs. Et après, le quanti, il doit être optimisé en fonction des objectifs quali. Et du coup, à partir du moment où on est dans cette dynamique-là d'objectifs quali, de circuits courts, d'écosystèmes, à ce moment-là, quand on rentre là-dedans, dans une dynamique de co-construction, la filière, elle se développe assez naturellement et beaucoup par la relation, en fait, et par l'animation de cette relation. Et en fait, la filière de demain, elle doit être connectée aussi en termes de cohérence qualitative et d'émotion pour être prête. Après avoir créé il y a un peu plus de 10 ans la marque Saint-Luc, marque de mobilier issue d'une innovation dans le monde des matériaux composites, où on a substitué les fibres de verre et les fibres de carbone par les fibres végétales de lin, où on a édité des grandes signatures comme Jean-Marie Massot, Noé Duchaufour-Laurence, Jean-Philippe Noël et d'autres. On va créer une nouvelle marque à nouveau de mobilier et d'accessoires, la marque France Manufacture, elle aussi issue d'une nouvelle innovation dans ce monde particulier des matériaux composites. La composition exacte de cet écomatériau, elle a deux composantes fondamentales. Une résine thermodure qui est issue à 100% du recyclage de bouteilles en plastique, essentiellement de bouteilles d'eau. Donc cette résine entre à peu près à 50% dans la mise en œuvre de notre écomatériau. Et les autres matériaux qui sont les tissus, les textiles, invendus ou recyclés, composent l'autre partie du matériau. Parce qu'un matériau composite, c'est l'intime liaison de deux matériaux, une matrice, une résine, donc issue des bouteilles d'eau, et des fibres de renfort issues des invendus, des textiles à jeter, avec un process final de transformation extrêmement peu énergivore. Notre ADN avec la marque Saint-Luc reste quand même l'univers du mobilier, de l'accessoire, du design, de produits signés. Donc tout naturellement, quand j'ai travaillé, quand j'ai eu l'idée de ce matériau, je suis resté dans mon univers du mobilier. Donc les premières applications et les premiers produits que l'on est déjà en train de lancer sont des chaises, des abat-jours et des lampes. Il y a eu un premier aspect technique où on s'est rendu compte qu'en fonction des textiles qu'on choisissait, on pouvait avoir des vraies performances mécaniques. Et le deuxième aspect technique, c'est qu'en fonction des résines et du process qu'on utilisait, on pouvait se servir de l'esthétique de ces textiles pour avoir en fait un matériau composite qui à la fois est performant et esthétique. C'est-à-dire que si on prend un imprimé de lin ou de polyester ou quel que soit, la matière première fait à la fois office de matière structurante et de décor. Le fait d'utiliser des résines recyclées, des tissus soit invendus, soit issus du recyclage, fait qu'on entre dans des positions de matières premières qui peuvent être très intéressantes en termes de positionnement de prix. L'avantage des matériaux composites, quels qu'ils soient, c'est qu'on a un spectre des possibles entre l'investissement et les quantités à produire. Si l'on fait un moule avec des faibles investissements, on peut produire 1 à 2 pièces par jour. Si on fait un moule métallique, thermorégulé, chromé, on peut aller sur ce qu'on appelle dans le monde des matériaux composites de la grande série, qui somme toute, on plafonne à 100 de pièces par jour. Mais sur une année de production en 1/8, ça nous fait quand même 20 000 chaises. Si le succès est là, on a deux options, c'est passer en 2/8, passer en 3/8 ou faire un deuxième moule. Un écomatériau, c'est bien, mais
le plus important, je pense, pour moi, dans le monde du design, c'est faire des produits intemporels et pas faire des produits jetables. Ça, c'est fondamental. En dehors de la matière première, qui est un écomatériau, en dehors de l'empilabilité, qui est importante pour le transport, l'enjeu d'une marque qui veut faire de l'éco-conception, c'est aussi savoir faire des dessins qui seront toujours beaux dans 100 ans. FCBA, c'est un centre technique industriel. C'est à la fois une entreprise qui est déjà ancienne puisqu'elle a plus de 70 ans d'existence et en même temps extraordinairement moderne parce qu'on pourrait la considérer aujourd'hui comme une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'elle est au service d'un collectif et d'une filière. Donc, au départ, c'est matériaux bois, puis le meuble, parce qu'il y a 60 ans, l'ameublement était principalement en bois. On s'occupe de la fibre. Et donc, cette entreprise cherche à impacter positivement tout son écosystème au sein de la filière, les fabricants, les distributeurs, etc. En ce qui concerne l'évaluation des matériaux ou d'un produit, puisque à la fois on évalue des matériaux, des composants, mais aussi des meubles, de par notre position sur le marché, nous, FCBA, avons l'habitude d'avoir ces différents regards, c'est-à-dire celui qui fournit la matière, celui qui l'utilise, celui qui éventuellement distribue le produit et celui qui l'utilise tous les jours au quotidien, sans oublier ce qu'on appelle la fin de vie. Et finalement, quel que soit le matériau, la première question, ça va toujours être à quoi ce matériau est-il destiné? Donc nous, notre évaluation, elle est à la fois technique sur les prérequis, elle est environnementale, elle est aussi, on regarde le process, c'est vraiment chacun des paramètres. Et il faut, pour prendre en compte l'environnement, cette vision complètement holistique du sujet avec la notion aussi de fin de vie. Et on parle, et vos témoins l'ont évoqué, on parle d'ACV, d'analyse de cycle de vie de produit. L'analyse de cycle de vie de produit, c'est intéressant parce qu'on s'occupe du matériau du berceau à la tombe, comme on dit. Le fabricant ou l'éditeur qui, dans sa conception de produit, va vouloir utiliser une matière nouvelle, va devoir absolument valider déjà que cette matière, là aussi, va répondre à l'usage que lui prédéfinit. Et il faut bien comprendre qu'un même matériau, mis à différents endroits d'un produit, peut finalement avoir à répondre à des exigences techniques qui vont être différentes. Il y a cette notion de performance technique, mais la notion de performance environnementale est bien sûr très, très importante. Et pour ça, le fabricant dispose d'un outil qui s'appelle l'éco-calculateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va pouvoir le faire avec ce nouveau matériau qu'il référence, mais aussi avec un matériau, je vais dire, historique qu'il utilisait. Et il va pouvoir, de fait, tout de suite se rendre compte du bénéfice environnemental de l'utilisation de ce nouveau matériau. Et donc, c'est un équilibre, finalement, entre ce besoin de performance technique, les impacts environnementaux du produit, mais aussi d'autres types d'impacts comme les impacts sur l'utilisateur, sur les TMS, sur les enjeux sociaux et sociétaux. En fait, il faut que la technique accompagne la création, mais qu'elle ne bloque pas la création. Et par contre, c'est cette combinaison de connaissances techniques et d'esprit créatif qu'on va rencontrer auprès des entreprises qui va nous permettre finalement d'enrichir chacun dans sa bonne connaissance des différents enjeux et dans la meilleure façon de concevoir un produit. Love the French design.